Bienvenue les juristes talentueuses et talentueux sur le podcast Jurinova. C'est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste, au pilotage de votre carrière de responsable juridique, au pilotage de votre carrière de directrice juridique et au pilotage de votre carrière de directeur juridique. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre carrière juridique ou pour bifurquer vers une voie parallèle plus ou moins proche de votre profession actuelle. Je suis Cynthia Anison-Lorbert, fondatrice du cabinet Jurinova, ancienne responsable juridique pendant 15 années dans les fonds d'investissement et aujourd'hui consultante et coach certifiée en transition professionnelle. Je vous accompagne, vous juristes, vous responsables juridiques, vous directrices juridiques et vous directeurs juridiques, pour trouver l'environnement professionnel dans lequel vous serez entendu, pour trouver l'environnement professionnel dans lequel vous serez écouté, pour trouver l'environnement professionnel dans lequel vous serez reconnu, pour trouver l'environnement professionnel dans lequel vous serez valorisé à la hauteur de vos compétences et de votre investissement, pour trouver l'environnement professionnel qui respectera vos valeurs, pour trouver l'environnement professionnel qui respectera votre équilibre de vie pro et vie privée. Tout ceci dans le but d'être motivé le lundi matin quand vous retournez bosser, d'être épanoui le lundi matin quand vous retournez bosser et d'être heureuse ou heureux le lundi matin quand vous retournez bosser. Et bienvenue dans l'épisode 32 du podcast Jurinova. Nous poursuivons notre sujet de l'épisode précédent. Quelles évolutions salariales pour vous qui êtes responsable juridique ou directrice juridique ou directeur juridique? Dans l'épisode précédent, nous nous sommes intéressés aux juristes, aux évolutions de salaire pour 2023 pour 19 profils de juristes. Chaque profil de juriste comprend 5 sous-catégories basées sur le nombre d'années d'expérience. Le juriste débutant, moins de 2 années, le juriste junior entre 2 et 5 ans, le juriste spécialiste entre 5 et 10 ans, le juriste confirmé entre 10 et 15 ans et le juriste senior qui a plus de 15 années d'expérience. Et voici la liste des 19 profils de juristes dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Profil 1, juriste corporate et spécialiste du droit des sociétés. Profil 2, le juriste spécialiste en fusion et acquisition. Profil 3, le juriste spécialiste en droit des contrats français et international. Profil 4, le juriste droit social. Profil 5, le juriste spécialiste en propriété intellectuelle. Profil 6, le juriste compliance. Profil 7, le juriste généraliste unique. Profil 8, le juriste contentieux. Profil 9, le juriste NTIC. Donc, NTIC veut dire Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Profil 10, le fiscaliste français international. Profil 11, contract manager. Profil 12, le juriste bancaire. Profil 13, le juriste financier. Profil 14, le juriste OPCVM. Profil 15, le juriste assurance. Profil 16, le juriste sinistre. Profil 17, le juriste construction et ou immobilier. Profil 18, le juriste santé et ou pharmaceutique. Le profil 19, le juriste droit économique. Aujourd'hui, nous abordons les fonctions managériales, les 4 profils de manager. Donc, les 4 profils de manager juridique. Chaque profil de manager juridique comprend 3 sous-catégories basées sur le type d'entreprise, la PME, les ETI et les grandes entreprises. Et les 4 profils sont les suivants. Donc, profil 20, je continue la liste d'avant en fait. Profil 20, responsable directeur juridique. Profil 21, responsable directeur fiscal. Profil 22, responsable directeur compliance. Et profil 23, secrétaire général. Nous terminons cette présentation, qui s'apparente à une conférence, je vous l'accorde, par les variations en région, en province. Les variations moyennes entre l'Île-de-France et les grandes régions de France, donc en province. « 2010, naissance de mon fils aîné. Je me rappelle ma solitude et mon incompréhension au retour de mon congé maternité. Je reçois un courrier m'informant que dans le cadre de l'accord égalité homme-femme qui venait d'être voté, je bénéficiais d'une revalorisation de quelques euros par mois. Ok, super sympa de prime abord. Et cette revalorisation était inférieure à 100 euros sur l'année. Je me rappelle ma colère, mon indignation, mon incompréhension. Je ne comprenais pas. Je trouvais le moment mal choisi puisque je revenais de plusieurs mois d'absence pour donner naissance à mon bébé. Et j'étais submergée par mes émotions. La colère, l'indignation, l'incompréhension, les questions, etc. Je me rappelle de mes demandes d'augmentation à chaque élargissement de mon poste et de mes missions. À chaque fois que mon périmètre s'accroissait, je demandais à être valorisée, sans succès. Donc, notamment parce que je gagnais en termes d'expertise sur des nouveaux produits financiers, des nouveaux OPC, que j'avais plus de clients ou plus de fournisseurs à traiter,
que je gère également mes missions de représentation auprès de l'AFTI, auprès de l'AFG ou auprès de l'AMF, donc les associations de professionnels sur Paris, qui faisaient du lobbying auprès des autorités. Et donc, ça incluait bien entendu des déplacements avec nuitées qui vont avec pour assister à toutes ces réunions. Donc, à chaque fois que je me voyais répondre que j'étais déjà très bien payée pour un poste en province sur Strasbourg et que j'étais au-dessus du lot car j'avais un salaire parisien, c'était la réponse qui m'était apportée, le fait que j'avais quitté Paris pour la province. Est-ce que c'était bien vrai? Je ne sais pas si mon salaire était vraiment au-dessus de mes collègues puisque nous n'en parlions pas entre nous. Ce que je savais à l'époque, c'est que nous étions un service de contrôle de second niveau, de 20 personnes environ, et on était seulement 6 à être cadres, dont moi. Donc ça, c'est un élément de contexte qui expliquait ces différences de salaire, car il comparait des cadres et des non-cadres. Bien entendu, le niveau de salaire de départ n'était pas le même. Est-ce que mon salaire parisien justifiait ce refus d'augmentation? Alors oui, j'ai débuté ma carrière à Paris en asset management en qualité de juriste OPC, et oui, j'avais plusieurs fois par an dans ce poste parisien de juriste OPC. Ce poste parisien, je l'avais dans le même groupe financier. J'avais des revalorisations de salaire sans demander, sans avoir à demander. C'était dans la culture de cette filiale en fonction des objectifs définis et atteints. Donc pour cela, il convient d'avoir des objectifs annuels ou semestriels, bien entendu, clairement définis au départ, ce qui n'est pas toujours le cas sur des postes de juriste. Bon, sur ce poste-là, en l'occurrence, en tant que juriste OPC, c'était bien le cas. Donc régulièrement, après quelques nouvelles missions accomplies et donc une progression en termes de compétences, en termes d'autonomie, en termes de confiance et de fiabilité sur mes dossiers, et en termes de communication avec différents interlocuteurs, les traders d'un côté, la direction générale, la com, le marketing et les agents de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers, mon salaire parisien progressait peu à peu. Et en fait, cela me semblait logique, normal. Je n'en parlais pas, je ne me posais pas de questions. À l'époque, c'était juste normal, puisque j'accomplissais mon job correctement, j'en faisais même toujours un peu plus. Donc, je recevais de la reconnaissance et mon travail et mes compétences étaient valorisés sans avoir à demander, sans avoir à réclamer, sans avoir à quémander. Et cela me semblait tout à fait normal, encore une fois. Cette culture de la valorisation sur les résultats atteints me convenait tout à fait. Et oui, la quasi-totalité de mes collègues étaient cadres dans cette boîte. Ceci expliquait peut-être cela. La politique de cette filiale parisienne était également qu'un junior sortant d'une école de commerce était cadre avec un minimum de 29 à 32 000 euros à l'époque. Mon salaire parisien, donc, de juriste OPC débutante. Ce qui était certainement plus près de la réalité, c'était que la politique dans cette autre entité en province, donc sur Strasbourg, était différente. Les bacs plus 5 n'entraient pas dans la holding où j'étais, les bac plus 5 n'entraient pas en qualité de cadre, donc leur niveau de salaire était déjà plus faible. D'où le fait de devoir rattraper ces écarts de salaire ensuite pour les managers qui héritaient de ces équipes mixtes où, pour un même intitulé de poste, on pouvait avoir des cadres et des non-cadres qui ne partaient pas du même niveau de salaire, bien entendu. Un vrai casse-tête concrètement à gérer et quelques conversations difficiles à tenir pour les managers. Je le sais car j'ai eu moi-même à y faire face une fois devenue responsable juridique. J'ai eu à faire face à cette situation assez mixité dans les équipes. Je me suis rendu compte de la disparité des statuts et des niveaux de salaire dans mon équipe et donc de la complexité de la situation à gérer cela, ces différences et ces demandes des uns et des autres. D'où l'intérêt pendant une prise de poste de bien observer et de bien comprendre la culture de l'entreprise, son histoire, donc son historique, sa politique, donc en l'occurrence ici en termes salariales, afin de comprendre les refus ou les décalages lors d'une augmentation de salaire, pour justement gérer ses émotions, pour se détacher du fait que ça nous concernerait nous-mêmes, soi-même, et en fait que ça découle tout simplement d'un historique et de rattrapage à mener dans les équipes que les managers ont à gérer. Alors, OK. La société parisienne était créatrice de valeur. C'était une société en asset management. Oui, c'était le cas, c'est clair, elle créait de la valeur. Puis, donc, j'ai intégré la holding du groupe à Strasbourg, un service de contrôle de second niveau, considéré comme un service support, donc un centre de coût, et non un centre créateur de valeur. OK. Mais je ne comprenais toujours pas le timing de cette revalorisation, si ce n'est l'adoption de l'accord égalité homme-femme en interne. Pourquoi je bénéficiais de cette revalorisation juste à mon retour de congé mat, après une absence? Voilà, bon, alors l'accord égalité homme-femme, c'était une avancée en soi, donc très bien. Et du coup, je remercie cet accord parce que c'est grâce à ça que je me suis mis en mouvement sur cette notion d'évaluation de soi-même sur le marché du travail. Mais je ne comprenais toujours pas le montant dérisoire de cette augmentation. Je me sentais dévalorisée au final car ce n'était ni cohérent en termes de timing, ni en termes de montant. J'ai donc demandé à mon manager qui n'était au courant de rien, puis à la DRH, aucune réponse, statu quo,
puis à mon entourage professionnel proche, les hommes, les femmes, statu quo du côté des hommes et du côté des femmes, je me suis rendu compte que nous étions plusieurs dans cette situation en qualité de cadre. On n'était pas très nombreuses, mais on était quand même plusieurs. Et elles non plus n'en parlaient pas et n'arrivaient pas à obtenir des informations de la part de nos homologues masculins, les hommes qui occupaient les mêmes postes que nous. Donc, j'ai mis pour ma part plus de 9 mois à obtenir le niveau de salaire de mes homologues masculins qui avaient commencé la même année que moi sur Strasbourg en qualité de cadre et qui avaient pour la plupart des enfants du même âge que les miens. Alors, pourquoi parler des enfants ici, vous allez me demander. Alors, vous allez comprendre un peu plus loin. J'y reviens, je vous raconte plus loin une anecdote qui est tout droit sortie d'un cliché à notre époque, mais qui est pourtant bien réelle. C'est à la fois super comique et tellement navrant à notre époque. J'y reviens ensuite. Donc, à force de discuter, de multiplier les déjeuners, les échanges, j'ai constaté une différence de salaire variant de 10 à 25% de différence, sans parler des avantages en nature, les voitures, les abonnements TGV ou aéroports, les places de parking. Bon, ok, je vous l'accorde, cela tournait beaucoup autour des voitures et moi, je me déplaçais en train et vélo, donc très peu d'intérêt, certes. Mais tout de même, je l'ai bien noté qu'il y avait des avantages en nature. Ah oui, et le bureau seul, j'oubliais. Le bureau seul et sa taille, j'oubliais. Donc, un bureau pas en open space, mais un bureau spacieux et avec une vue. Soit c'était sur le parking, soit c'était sur le jardin. Très, très drôle également. En fait, c'était des sujets auxquels moi, je ne m'étais pas intéressée jusqu'à ce moment-là. Et j'étais démunie car je ne savais pas comment évaluer mon niveau de salaire, comment me situer sur le marché du travail. Je ne savais pas où me renseigner, mis à part via les chasseurs de tête quand ils me contactaient de temps en temps. Ça me permettait de me situer. Mais cette revalorisation dérisoire, au moins, aura eu le mérite de me faire prendre conscience que je devais prendre mes responsabilités et me renseigner moi-même sur ma valeur sur le marché du travail. À combien je pouvais prétendre en termes de fourchette de salaire, vu ma spécialité en OPC et mes années d'expérience et mon double diplôme en droit des affaires fiscalité et en gestion financière et management de l'autre. Et un double cursus également, école de commerce et université. Et oui, je ne m'étais jamais mis à la recherche de ces informations. Je pensais que dans toutes les boîtes, ça allait être comme dans ma première boîte. Je faisais confiance, j'avais confiance dans le système. Je ne m'étais pas donné la peine d'observer mon nouvel environnement, de repérer les différences, les subtilités, le poids de l'histoire de ce groupe financier, de sa culture, etc. et les divergences, du coup, entre Paris et la province. Je n'avais pas pris mes responsabilités sur ce sujet car je faisais confiance au système en pensant que, vu que je réalisais mes objectifs, voire plus, comme sur Paris, je serais forcément reconnue, donc valorisée et augmentée. Je n'ai pas vu ce problème de mixité entre cadres et non-cadres et le fait que les salaires à l'embauche étaient plus faibles car c'était des non-cadres. Je ne m'étais jamais demandé si j'étais bien rémunérée au même niveau que mes collègues masculins. Donc, je me suis réveillée. Je suis sortie de ma naïveté au retour de ce premier congé mat. Je suis sortie du monde des bisounours, un chouïa du syndrome de la bonne élève également, qui m'enfermait dans le schéma. Comme elle avait bien bossé, elle aura des points, bien entendu, donc en l'occurrence une augmentation. Je me suis remise en cause et en mouvement par la même occasion. J'ai pris la responsabilité de ma situation, de ma frustration, pour chercher à sortir de cette incompréhension et de ce sentiment d'être sous-évaluée, sous-valorisée. Et j'ai cherché les informations dans ma boîte, en interne bien sûr, et sur le marché du travail en externe. Quelles étaient les rémunérations pratiquées concrètement ? J'ai donc cherché, appris, je me suis évaluée sur le marché de la province notamment, la région du Grand Est. Et oui, j'étais juste en termes de niveau de salaire. J'avais perdu par rapport au niveau de salaire parisien que j'avais obtenu en début de carrière, car la progression salariale avait été inexistante en province en parallèle de ma montée en puissance sur mon poste de juriste fiscaliste OPC pendant ces 4 années. Donc, et pour l'anecdote, j'y reviens, car oui, mon anecdote, j'y reviens parce que c'est tellement drôle et navrant à la fois. Je vous laisse juge, mais vous allez voir. Je me suis vue expliquer par l'un de mes collègues, donc un homme de mon âge, de ma génération, et un papa de 2 filles du même âge que mes 2 garçons, que c'était normal puisque j'allais avoir des absences à cause des grossesses. Et j'ai vraiment cru à une blague, de mauvais goût certes, mais j'ai vraiment cru à une blague. Quand il m'a dit ça, il était sérieux, certes, mais j'ai vraiment cru qu'il me faisait une blague. Eh bien non, il était vraiment sérieux, très sérieux. Il croyait à ce qu'il disait, il y croyait vraiment. Et j'avais tellement de mal à y croire que le fou rire m'a gagné parce que j'ai vraiment cru à une blague. Tellement c'était surréaliste comme réflexion d'un homme de ma génération, père de 2 filles. Moi, je ne croyais pas à ce qu'il disait, c'était mais vraiment surréaliste. Comment, à notre époque, alors qu'il était père de 2 filles de l'âge de mes garçons, il pouvait encore adopter une pensée aussi limitée et limitante? J'espère juste que lorsque nos enfants travailleront, ces filles et mes garçons,
Ils pourront, les quatre, prétendre à un niveau de salaire corrélé à un niveau de compétence et de responsabilité et décorréler des éventuelles grossesses des filles et que ces grossesses ne pèseront plus dans la balance pour justifier de tel ou tel salaire. Bon, et après ça, donc, je me suis fait accompagner plus tard par une coach pour préparer mon argumentaire pour ma négociation salariale. Donc, j'ai revisité mon parcours pour identifier les éléments de ma carrière sur lesquels s'appuyer pour justifier un tel niveau de salaire, donc pour justifier mes prétentions salariales. Et puis, j'ai eu de nombreux échanges avec des homologues femmes. On discutait de nos arguments, de nos compétences, de nos objectifs. Cette sororité était la bienvenue pour sortir justement de ce syndrome de la bonne élève. Nous allons maintenant nous intéresser au niveau de salaire des managers juridiques estimés par Michael Page pour 2023. Je vous rappelle que ce format est très formel, comme l'épisode précédent. Il est sous forme d'exposé, donc j'espère que ce ne sera pas trop ennuyeux pour vous. Je vous proposerai un atelier en janvier afin que nous puissions adapter ces données à votre propre situation, que ce soit au plus près de ce que vous vivez, de ce que vous recherchez. Grâce à ces éléments, vous allez pouvoir évaluer votre situation, vous allez pouvoir vous situer et préparer vos arguments, que ce soit pour une augmentation de salaire en interne ou une mobilité interne ou externe à votre entreprise. Deux précisions avant de commencer. Les chiffres avancés sont exprimés en euros bruts annuels et ces chiffres concernent la région parisienne. Les variations à retenir entre l'Île-de-France et les régions, donc la province, vous seront communiquées à la fin de ce podcast au point 24. Les 4 profils de managers juridiques et leurs 3 sous-catégories basées sur le type d'entreprise. Les PME, les ETI et les grandes entreprises. Alors, profil 20, responsable directeur juridique. Le ou la responsable ou directeur juridique en PME voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 70 à 90 000 euros bruts annuels pour 2022 à une fourchette en 2023 comprise entre 80 et 100 000 euros bruts annuels, soit une augmentation notable de 10 000 euros tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le ou la responsable ou directeur juridique en ETI voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente également entre 2022 et 2023. Cette fourchette passe de 80 à 130 000 euros bruts annuels pour 2022. Et en 2023, la fourchette est comprise entre 90 et 150 000 euros bruts annuels. Voilà, soit une augmentation notable de 10 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation significative de 20 000 euros sur la limite haute du salaire, donc de cette fourchette. Le ou la responsable ou directeur juridique en grande entreprise voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente sur sa limite basse entre 2022 et 2023. Elle passe de 100 à 150 000 euros bruts annuels pour 2022 à une limite basse de salaire de 140 000 euros bruts annuels en 2023. Soit une augmentation significative de 40 000 euros sur le niveau le plus bas du salaire de cette fourchette. Profil 21, responsable directeur fiscal. Le ou la responsable ou directeur fiscal en PME voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 70 à 100 000 euros bruts annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 90 et 110 000 euros bruts annuels en 2023, soit une augmentation significative de 20 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation notable de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Le ou la responsable ou directeur fiscal en ETI voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 80 à 140 000 euros bruts annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 100 et 160 000 euros bruts annuels en 2023, soit une augmentation notable de 20 000 euros tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le ou la responsable ou directeur fiscal en grande entreprise voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente sur sa limite basse entre 2022 et 2023. Elle passe de 100 à 300 000 euros bruts annuels pour 2022 à une limite basse de salaire de 150 000 euros bruts annuels en 2023, soit une augmentation significative de 50 000 euros sur le niveau le plus bas du salaire. Profil 22, responsable directeur compliance. Le ou la responsable ou directeur compliance en PME voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Cette fourchette passe de 70 à 100 000 euros bruts annuels pour 2022 à une fourchette comprise
entre 90 et 110 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation significative de 20 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation notable de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Le ou la responsable ou directeur compliance en ETI voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 80 à 150 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 100 et 160 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation significative de 20 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation notable de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Le ou la responsable ou directeur compliance en grande entreprise voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente sur sa limite basse entre 2022 et 2023. Elle passe de 100 à 300 000 euros brut annuels pour 2022 à une limite basse de salaire de 150 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation significative de 50 000 euros sur le niveau le plus bas du salaire. Profil 23, secrétaire général. Donc, le ou la secrétaire générale en PME voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 80 à 110 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette en 2023 comprise entre 100 et 120 000 euros brut annuels, soit une augmentation significative de 20 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation notable de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Le ou la secrétaire générale en ETI voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente, mais uniquement sur la partie basse de sa fourchette entre 2022 et 2023. Elle passe cette fourchette de 90 à 200 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 110 et 200 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation significative de 20 000 euros sur le niveau le plus bas et la limite haute du salaire se maintient. Le ou la secrétaire générale en grande entreprise voit sa fourchette de salaire se maintenir entre 2022 et 2023. Elle était de 150 à 400 000 euros brut annuels pour 2022 et la limite basse de salaire se maintient à 150 000 euros brut annuels en 2023. Nous allons maintenant passer aux variations moyennes des rémunérations entre l'Île-de-France et les grandes régions de France. Donc, c'est le point 24. Attention, ces écarts sont à pondérer en fonction des années d'expérience demandées pour le poste, du secteur d'activité dans lequel vous postulez et de la taille de l'entreprise que vous visez. Okay ? Donc, première région, Auvergne-Rhône-Alpes. La variation entre l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes est de moins 5 à moins 10%. En Bretagne, la variation se situe entre moins 15 et moins 20%. Au centre Val-de-Loire, la variation se situe entre moins 12 et moins 20%. Dans le Grand Est, la variation se situe entre moins 10 et moins 18%. Dans les Hauts-de-France, la variation se situe entre moins 10 et moins 20%. En Normandie, la variation se situe entre moins 10 et moins 20%. En Nouvelle-Aquitaine, la variation se situe entre moins 12 et moins 20%. En Occitanie, la variation se situe entre moins 10 et moins 15%. Dans les Pays de la Loire, la variation se situe entre moins 10 et moins 20%. En PACA, la variation se situe aux alentours de moins 10%. Nous venons d'aborder les évolutions de salaire pour 2023 pour les 4 profils de managers juridiques. Il y a des hausses, des baisses et des maintiens de fourchette de salaire. Il y a de belles variations à la hausse et quelques diminutions modérées. Et chaque profil de manager juridique est divisé en 3 sous-catégories basées sur le type d'entreprise, donc les PME, les ETI et les grandes entreprises. Et voici la liste des 4 profils de managers juridiques dont je viens de vous parler. Profil 1, responsable directeur juridique. Profil 2, responsable directeur fiscal. Profil 3, responsable directeur compliance. Et profil 4, secrétaire général. Voici les 4 ingrédients à ne pas oublier pour préparer votre négociation salariale. Ingrédient 1, votre salaire actuel. Ingrédient 2, votre positionnement sur le marché du travail, l'objet de ce podcast. Ingrédient 3, l'adaptation au secteur d'activité, la taille de l'entreprise et sa santé économique. Ingrédient 4, votre valeur intrinsèque que vous-même vous vous attribuez compte tenu de vos éléments différenciateurs. Par quel ingrédient allez-vous commencer? Est-ce que c'est votre estimation sur le marché du travail? Est-ce que ce sont vos éléments différenciateurs? Comment les trouver? Comment les identifier? Est-ce que c'est votre propre estimation de vous-même? Est-ce que ce sera vos recherches sur la santé économique du secteur d'activité et ou de l'entreprise que vous ciblez dans vos recherches?
Voilà les Jurys Nova, vous en savez plus sur les évolutions de salaire des managers juridiques pour 2023. Je vous invite à compléter l'écoute de cet épisode par les 5 épisodes numéros 23 à 27 du podcast Jurys Nova sur la négociation salariale également. Ce travail de préparation, de recherche, de synthèse, d'analyse, d'estimation de vous-même sur le marché, c'est ce que nous faisons ensemble dans l'accompagnement mobilité pendant 4 mois. Nous consacrons 1 mois à revisiter votre parcours pour définir un projet professionnel clair qui vous correspond et votre estimation salariale sur le marché du travail. Et on identifie également vos éléments différenciateurs qui vous caractérisent. Puis, on a un autre mois qui est consacré à la préparation de vos entretiens, à la préparation de vos négociations salariales et aussi au débriefing de vos différents entretiens et vos débriefings de process de recrutement. C'est un peu le SAV, si vous voulez. Nous nous intéressons bien évidemment à votre niveau de salaire actuel pour vous estimer par rapport au marché du travail actuel. Puis, nous adaptons ce niveau de salaire en fonction de votre nombre d'années d'expérience, la zone géographique sur laquelle vous recherchez, le type d'entreprise et la taille de l'entreprise que vous visez, la santé économique de cette entreprise et la santé économique du secteur d'activité également de cette entreprise. L'objectif est double. Il est de mettre en valeur votre valeur, oui, il y a toujours valeur de foi, sur le marché du travail actuel, et il est de vous préparer aux entretiens et à la négociation salariale, afin d'être le plus à l'aise possible, c'est-à-dire le ou la plus confiante lorsque vous abordez ce sujet. Et cela passe par la maîtrise de votre valeur sur le marché du travail, la maîtrise de vos expériences, donc la maîtrise de vos arguments, de votre histoire, de votre parcours, de vos réalisations probantes, de vos réussites et de vos éléments différenciateurs et de vos résiliences également. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité. Si vous êtes intéressé, j'ouvre 3 places en janvier et 2 places en février. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site directement dans mon agenda pour l'entretien exploratoire qui est gratuit et confidentiel. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 33 sur un sujet d'actualité, le profil LinkedIn pour les directrices et directeurs juridiques. 4 clés pour un profil impactant. Bon week-end à tous les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.